Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Walf et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Actu en 7. Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir les journalistes Pathé Mbodj. Bonjour Pathé Mbodj. Bonjour Moustapha, et comme je fais d'habitude, je suis content d'être en face de mon ami Abdou Karim. Grand merci à vous. Vous l'avez dit, notre deuxième invité, c'est Karim Diakhaté. Il est également journaliste, analyste politique. Karim, bonjour à vous. Bonjour Moustapha. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. C'est tout un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'Actu en 7. Avec vous, nous allons essayer de revisiter, décortiquer, analyser l'actualité de la semaine. Une actualité qui reste encore dominée par le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. On en est à l'audition des témoins avec les passages très remarqués de Moussa Sy, maire des Parcelles Assainies, adjoint au maire de Dakar, mais également de l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop le maire, qui a été très clair dans sa déposition, lui qui dit que l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, ce n'est rien d'autre que des fonds politiques et c'est ça l'enjeu de ce procès. Nous allons en discuter, parler également de la marche de ce vendredi, de l'opposition qui réclame des élections transparentes, mais également l'arrêt des poursuites contre Khalifa Sall et le retour de Karim Wade. Cette marche peut-elle secouer le pouvoir de Macky Sall? Nous allons parler de ça et puis terminer, si le temps nous le permet, avec la visite du président Macky Sall à Nouakchott, la complexité des relations entre la Mauritanie et le Sénégal. Mais nous allons commencer, Pathé Mbodj, avec vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ce procès dit de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Finalement, j'ai envie de vous dire ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire le déballage qui a commencé au procès de Khalifa Sall et de ses co-prévenus. Il est dommage qu'on en soit arrivé là. Parce que, comme a dit le Diop le maire, on n'a pas à expliquer. L'État a des obligations régaliennes qu'il peut remplir, comme il peut ne pas les remplir. Arriver à dire que tel a reçu, je pense que ça n'était pas nécessaire. Ce qui n'était pas nécessaire d'ailleurs, comme le dit Khalifa dans un style senghorien, c'est que nous en fûmes arrivés à ça. Parce qu'au fond, l'État cherche manifestement maintenant à se débarrasser d'une patate chaude. Le procureur Parce que pour vous, c'est une patate chaude. Non, véritablement, depuis le 10e jour que les choses sérieuses ont commencé, l'État est dans l'impasse. Et je pense que le mieux à faire, c'est d'essayer de se sortir de ce guêpier qui n'honore ni la magistrature, ni l'État, ni le gouvernement. Parce qu'au fond, quand on va au fond des choses, le procureur est en train de se noyer et cherche les moyens de sortir. D'ailleurs, s'il vient lui-même, c'est parce qu'il n'a pas d'argument. Et le déroulement des opérations depuis le 10e jour, c'est-à-dire depuis le 7 février, démontre à souhait que nous sommes dans un procès de fonds politiques qui n'avait pas sa raison d'être. Et tous les jours, en tout cas avec les avocats de la défense, comme avec les témoins, comme avec l'audition des principaux inculpés, il ressort que il vaut mieux trouver une solution de sortie d'une histoire qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors, c'est ça la grande question que pose doyen Pathé Mbodj. Comment sortir de ce guêpier? Je reprends votre terme, on en reviendra tout à l'heure, mais arrêtons-nous un peu, Karim Diakhaté, au témoignage du maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy, qui précise qu'il est conseiller municipal à la mairie de Dakar depuis 1996. Donc il a travaillé avec Mamadou Diop, ensuite Pape Diop, maintenant avec Khalifa Sall, dont il est un des adjoints. Il dit ceci: Macky Sall a reçu, les religieux ont reçu, je parle de l'argent de la caisse d'avance, Youssou Ndour a reçu. Est-ce qu'on n'est pas là, Karim, sur une pente dangereuse pour l'image même de la République? Absolument. Quelque part, l'image effectivement de la République peut être écornée par ce que vous venez de dire. Bon, je vais quand même vous remercier pour l'invitation et puis saluer mon ami et doyen Pathé Mbodj.
Pour revenir à votre question, je pense que ce que le maire de Parcelles Assainies Moussa Sy a dit, c'était connu en fait. On sait que de toute façon, lui, il est adjoint au maire depuis 1996. Quelque part, il en connaît un peu dans le fonctionnement en fait, de cette maison. Et je pense que tout ce qu'il dit dans ce cadre-là peut être effectivement significatif. Maintenant, comme le doyen a eu à le dire, effectivement, est-ce qu'il s'agit de faits, disons, de fonds politiques ou en tout cas d'une caisse d'avance? Le problème est là. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans un autre débat, on avait parlé de cette situation. À l'époque, je disais que le problème, c'était de voir comment qualifier en fait cette affaire-là. Est-ce qu'il s'agit effectivement de fonds politiques ou d'une caisse d'avance, normalement? Est-ce que c'est prévu dans la nomenclature budgétaire, donc soit de l'État ou en tout cas des collectivités locales? Mais toujours est-il qu'effectivement ces fonds politiques ont toujours existé. Et même le maire Khalifa Sall a eu à le dire, ces fonds existeront même après son mandat. Donc pour en revenir exactement à cette question, effectivement, la tournure que cette affaire prend est en train effectivement d'écorner terriblement les ressorts de notre État, dans la mesure où quelque part, bon, c'est un débat pratiquement sur le sexe des anges en fait. On sait que des fonds politiques n'ont pas besoin d'être justifiés. Des fonds politiques ont existé et existent. Ça c'est évident. Maintenant, l'utilisation qui en est faite, on parle de fausses factures éventuellement. Et ça nous rappelle les fausses factures à l'époque du maire de Paris, Jacques Chirac. Est-ce que c'est un peu la même évolution? Mais toujours est-il qu'effectivement, il faudrait trouver, refaire en tout cas, disons, le procès même de cette affaire, retourner un peu à l'essentiel, le procès du procès, revenir en tout cas à l'ABC même de l'affaire, voir si véritablement il y avait raison de porter l'affaire sur la place publique, d'autant plus qu'il s'agit effectivement de fonds qui manifestement ont été en tout cas utilisés, disons, dans des destinations que tout le monde connaît. Pathé Mbodj, on a entendu parmi les co-inculpés Mbaye Touré, le DAF de la mairie de Dakar, qui a soutenu qu'il s'agit de fonds politiques qui existent depuis Mamadou Diop. Cette assertion a été confirmée par Mamadou Diop, le maire de Dakar lui-même. D'autres maires de la capitale sont venus confirmer ça, de même que des conseillers municipaux. On a l'impression que finalement, le procureur s'accroche maintenant à une chose, c'est-à-dire les fausses factures, c'est-à-dire comment justifier cet argent-là. Est-ce que cette thèse peut permettre au procureur de sortir de cette affaire-là, comme vous le dites, c'est-à-dire s'accrocher aux fausses factures? C'est-à-dire s'accrocher aux fausses factures consisterait à vérifier les accusations pour lesquelles les prévenus sont attraits au tribunal. Détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, blanchiment d'argent, principalement. Exactement. Et à partir de ce moment-là, on pourrait asseoir la thèse qui a valu la comparution des inculpés devant le tribunal. Exact. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'ils trouvent ce moyen-là. Or, depuis que Khalifa depuis qu'il y a eu l'inspection, l'État a fait suspendre par l'inspecteur du Trésor la mise à disposition de 30 millions mensuels à Khalifa Sall. Et jusqu'au 12, ces fonds sont toujours à la mairie. Jusqu'au 12, jusqu'au vendredi 13, jusqu'au 12 en tout cas, c'est Khalifa lui-même qui le dit, j'ai vérifié avec Yad Madiaou. Jusqu'au 12, il signe encore des appuis aux indigents. Jusqu'au 12, c'est-à-dire depuis le 7 mars que Khalifa est arrêté, depuis le passage de l'inspection et qu'on a demandé la suspension de cette mise à disposition, la mairie dispose toujours de cet argent. La mairie envoie toujours des aides. Jusqu'au 11 février, là, Khalifa a signé et Khalifa continue de signer. Ça veut dire que presque un an après. Ces fonds proviennent moins de l'État que de la mairie. À partir du moment où c'est de l'argent de la mairie, il n'y a pas de détournement de fonds. Public, en tout cas. D'une part. Donc l'accusation sur le détournement ne peut pas prospérer. D'accord. Si l'accusation ne peut pas prospérer, l'audition des prévenus démontre aussi que la tentative du procureur
d'asseoir la thèse d'une association de malfaiteurs ne tient plus. Oui, parce que Khalifa Sall précise, à ses avocats également, ont démontré qu'il n'y a jamais eu de réunion entre les différentes personnes inculpées pour parler de cette affaire. Il y a mieux beaucoup, oui. Qui est avec la secrétaire Mme Traoré, la seule femme du groupe, dit qu'il est là-bas depuis 10 ans, qu'il n'a jamais rencontré la femme. En dehors du bureau de la DAF, du DAF, de la mairie. Ils ne se sont jamais réunis. Il n'a pas vu plus de 4 fois en 10 ans. On lui a demandé s'il savait que la dame était trésorière d'un GIE. Il a dit, je ne l'ai jamais su. Donc quand des gens vivent ensemble, ne se fréquentent pas, ne connaissent rien des activités en dehors de la mairie, il ne peut pas y avoir conspiration. Au fond, le problème qui se pose, c'est que le procureur, comme beaucoup d'ailleurs, a toujours cherché à nier l'existence d'un texte sur les fonds politiques dans la nomenclature de l'État. Jusqu'au 7 février, quand il a posé la question à Khalifa, Khalifa lui a dit l'existence des fonds est indéniable. Lui, il a dit je le conteste. Oui, il l'a dit. Le lendemain, on a produit le décret numéro 2012-673 du 4 juillet 2012, abrogeant et remplaçant le décret 2004-A320 du 30 septembre 2004, portant nomenclature budgétaire de l'État et les rubriques 6401, 6493, 6495, 6496, 6497, 6499 donnent toutes les garanties des fonds, que ce soit des fonds secrets, que ce soit des fonds spéciaux, que ce soit des fonds politiques. C'est le 8 février, apparemment, que beaucoup d'inspecteurs d'État est au courant de ce décret. Lui-même, il le reconnaît, il dit « Je n'ai jamais été au courant de l'existence de fonds politiques ». Quand on lui a démontré ça, il dit qu'il ne savait pas. Qu'il ne savait pas. Quand on est au service de l'État, au plus haut niveau, parce qu'il a été de la présidence à la municipalité, et qu'on prétende, après avoir servi 10 ans dans une municipalité, qu'on ne connaissait pas l'existence du décret 2012-673 du 4 juillet 2012, c'est-à-dire que c'est un décret pris par le pouvoir actuel. Et à la fin du 99, il y a un fourre-tout qui est un etc. Je reste avec vous puisqu'on reviendra sur le décret par l'État actuel. Il y a eu des déclarations même au plus haut sommet de l'État par rapport à ça. Mais l'enjeu pour ces premiers jours de procès, en tout cas, c'était de savoir si cette caisse d'avance constitue des fonds politiques ou pas. C'était ça l'enjeu. Aujourd'hui, on semble aller vers la démonstration comme 1 + 1 = 2, qu'il s'agit effectivement de fonds politiques. Si on se fie à ce que Mamadou Diop a dit et au décret que vous venez de citer, est-ce que là, on n'est pas dans une affaire où toute l'accusation est en train de tomber, en tout cas en ce qui concerne l'existence de ces fonds, puisque l'utilisation, puisque le Karim disait tout à l'heure, les fonds politiques, on ne les justifie pas. L'aspect, il y a un aspect esthétique et moral très important dans la pratique de la mairie. Quand la mairie accorde des aides, elle ne précise pas que ce sont des fonds politiques. Par élégance, on dit caisse d'avance. Mais véritablement, ce sont des fonds politiques. Et cette élégance, vraiment, je pense qu'il faut la saluer parce qu'elle sauve l'honneur des récipiendaires, elle sauve l'honneur de la République. Parce que cette caisse d'avance, ces fonds politiques existent dans toutes les institutions de l'État. Ils sont votés à l'Assemblée nationale, ils sont mis à disposition et l'utilisation est de la seule discrétion de la personnalité auprès de laquelle ces fonds sont mis. D'accord. Alors, Mamadou Diop, maire de Dakar, on l'appelle Diop le maire, ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'appelle Diop le maire. Il est allé jusqu'à l'époque senghorienne pour expliquer l'existence de ces fonds politiques-là qui n'ont pas commencé avec le régime de Wade ni de Diouf, mais qui existaient depuis bien avant. Là, il démontre le contraire de ce que le procureur, le parquet, donc l'État, le gouvernement a soutenu. Est-ce qu'on peut supposer
que le parquet, l'État ne savait pas qu'il s'agissait effectivement de fonds politiques. Est-ce qu'on peut le supposer? Non, non, pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas le penser une seule fois. L'État, bon, n'ignore pas effectivement, disons, l'existence de ces fonds politiques et la destination de ces fonds. Il est évident que l'État, pratiquement, dirige tout et au courant Est-il alors tombé dans son propre piège? Quelque part, oui, on pourrait le dire. Vous savez, Mamadou Diop est un expert quand même en finances publiques. C'est quelqu'un qui... On dit que c'est l'un des meilleurs, il l'enseigne à l'université. Il a été enseignant à l'université, effectivement, et quelqu'un qui en connaît un bout sur le fonctionnement, en tout cas, d'une administration. Il a produit beaucoup d'ouvrages, un peu sur les finances publiques, sur les finances des collectivités locales et autres. Et c'est quelqu'un aussi qui est véritablement très calé en matière de décentralisation et autres. Maintenant, pour l'utilisation de ces fonds politiques, je pense qu'il a eu à le dire devant la barre. Effectivement, il n'y a pas de justification possible. Il dit autre chose, il dit si on commence à tout dire, c'est parce qu'il n'y a plus d'État. Mais justement, parce que l'État ne dit pas non, tout. Ce déballage, en quelque part, effectivement, on parlait d'écorner l'image de l'État. Ce déballage n'est pas nécessaire. Parce que un fonds politique, mais c'est l'entendement même en fait des fonds. En fait, c'est vrai qu'on parle de caisse d'avance. De l'autre côté, pour dire qu'effectivement, disons, ça a été bien défini, que les conditions d'utilisation en tout cas sont, disons, claires. Mais il est évident que le maire avait à sa discrétion des moyens qui lui permettent effectivement de quelque part mener des activités politiques ou autres. Je vous rappelle que du temps de Senghor, même du temps du président Abdou Diouf, quand le Parti socialiste faisait les grandes mobilisations qu'il y avait à l'époque avec le regretté Ahmed Diène, la Médina et autres, il est évident que cet argent-là ne venait pas de la poche du président de la République. Il y avait quelque part, soit la Moussa Sy dit également que beaucoup d'activités du Parti démocratique sénégalais ont été financées par Pape Diop à partir de cette caisse-là. Mais justement, avec le PDS, ça a été encore beaucoup plus flagrant, parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, les grandes, disons, manifestations qu'il y avait ou autres, en tout cas, toutes les sollicitations qui venaient de toutes parts, hein, d'artistes ou d'autres, de sportifs et autres, étaient plus ou moins alimentés par effectivement ces fonds-là. Ces fonds-là. Voilà. Alors, Patembo, je vous posais la question tout à l'heure, le décret que vous citez, vous dites qu'il date de 2012, mais ce qui étonne dans cette affaire, c'est qu'au-delà de l'aspect géré par le procureur, l'aspect judiciaire, il y a eu une déclaration politique du Premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui a dit à l'Assemblée nationale qu'il n'existe pas de caisse noire, qu'il n'existe pas de fonds politiques dans aucune institution de ce pays qu'on peut utiliser comme on veut. Aujourd'hui, le procès semble prouver le contraire. Vous savez, avant de vous renvoyer au décret sous Wade de la caisse d'avance, on va faire une petite analyse du décret 2012-673 du 4 juillet 2012. Donc signé sous Macky Sall. Un État peut être pris dans le piège de ses turpitudes en posant une loi de prévarication et en prétendant ne pas le connaître. Parce que ne pas avancer le décret 2012-673 et lui opposer le décret 2003-657 du 14 août 2003 relatif aux régies, parce qu'on les appelle régies, régies de recettes, et aux régies d'assurance de l'État, je pense que c'est faire la confusion. Et depuis d'ailleurs mercredi, si vous suivez bien l'actualité, certaines exclusivités sont sorties pour nous renvoyer au décret 2003-657, donc sous Wade, et oublier le décret 2012. Est-ce que, si vous me posez la question, je dis, est-ce que le décret 2012-673 du 4 juillet 2012 existe? On l'a produit devant la juridiction du juge Lamotte, mercredi. Jusqu'à preuve du contraire, on a essayé de nous prouver que le lendemain, on a sorti le décret de 2003. C'est comme quand certains politiciens prétendent que Macky Sall n'a pas reçu. Les gens reçoivent, c'est par souci d'élégance et par souci de suggestion à un État que les maires renvoient au président. Il y a des pratiques que tout le monde connaît. On n'a pas besoin de les préciser. On renvoie de l'argent au président, c'est comme dans les marchés. Il y a toujours une marge.
Si on parle encore de Sudatel aujourd'hui, pour noyer le poisson, pour noyer le poisson, un scandale. Le poisson de la caisse d'avance. Non, de 100 milliards, ici on est à 1,8 milliard. 1,8 milliard. Parce que là, on ne le précise pas souvent, malgré tout le tollé, on parle de 1,8 milliard, alors qu'il y a des dossiers estimés à plusieurs dizaines de milliards dont on ne parle pas. Il y a, à l'entière, dans la presse, on a remis le même journal, l'accent sur le FESMAN, en parlant d'une adresse fantôme qui a coûté 7 milliards. Véritablement, on est en train de susciter, de soulever des choses comme pour s'excuser de ne parler que de 1,8 milliard. Que de 1,8 milliard. Des fonds politiques. Parce que Moustapha, vous persistez toujours dans votre caisse d'avance. La caisse d'avance, quand Bokoum le dit, quand il perçoit un bulletin d'aide, ce qu'il signe, c'est caisse d'avance. Et je vous dis, c'est par élégance et par souci de respect de la dignité et de la personnalité des aidés qu'on dit caisse d'avance. Mais en fait, ce sont des fonds politiques, tout le monde le sait. Que tout le monde sollicite. Qu'on ait eu sa part ou pas, tout le monde l'a sollicité. Il y a des choses, je pense, dans un État qui vaut mieux ne pas savoir. Ne pas dire. Ne pas dire, parce que tout le monde le sait. Cette caisse, à la discrétion des personnalités, règle des problèmes sociaux. Pourquoi alors le Premier ministre a-t-il insisté à dire que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de fonds politiques, il n'y a pas de caisse noire qu'on peut utiliser sans se justifier? Il l'a dit à l'Assemblée nationale. Il a sa caisse, il n'a qu'à justifier sa caisse d'abord. Qu'il utilise sans se justifier? Non, s'il justifie, s'il dit j'ai reçu 5 milliards de caisses noires, on l'appelait caisse noire d'ailleurs à un certain moment de ma vie. Moi je me souviens avoir posé cette question-là à Abdoulaye Wade, je lui parle de sa caisse noire, il me dit Moustapha Diop, moi je n'ai pas de caisse noire, j'ai des fonds politiques. Des fonds politiques. Voilà. Non, on l'appelait caisse noire, bon, parce que en fait c'était une caisse, tout était obscur là-dedans. C'est obscur par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire sans justifier. C'est la loi qui le dit, c'est l'Assemblée qui vote quand même des fonds mis à la disposition des institutions de la République. Si ces caisses noires, ces fonds politiques, ces fonds spéciaux n'existent plus, il faudrait que nous retournions à l'Assemblée pour poursuivre nos députés, pour leur dire que vous avez voté de fausses lois. De fausses lois. Et si on arrive à ça, on pourrait peut-être... Mais le décret 212-673 existe. On y peut rien. Alors, est-ce qu'on peut imaginer alors, à partir de tout ce que vous avez développé ici, Karim et Pathé Mbodj, qu'on en arrive à ce que le pouvoir perde ce procès face au maire de Dakar? Bon, vous savez... Est-ce que c'est imaginable? Ben, ce procès, le pouvoir ne peut pas le perdre, de toute façon. Parce qu'ils ont mis tous les moyens pour le gagner, justement. Pour le gagner. Voilà, en fait, le pouvoir a fait en sorte qu'effectivement, il puisse mener des actions qui aboutissent à un résultat. Et le résultat, il est connu d'avance. On appréhende que quelque part, on veut faire en sorte que le maire soit condamné. Bon, je ne dis pas privé de ses droits civiques pour éventuellement se représenter demain à l'élection, mais en tout cas qu'il soit plus ou moins neutralisé. Pour le bon mot. Je n'utilise pas le terme militaire, mais bon, neutralisé. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que le pouvoir peut perdre ce procès? Bon, mais en tout cas, même s'il ne le perd pas, disons, dans les faits, ne serait-ce que de manière sociologique, quelque part, de manière, disons, pour le plan moral, ce serait l'image, ce serait effectivement la perception que les populations pourraient avoir de la tournure. Parce que quelque part, les populations, les gens sont plus ou moins médusés. Beaucoup de gens se disent, mais écoutez, mais tout ça pour ça. Avec les déballages et autres, on se rend compte que finalement, il n'y avait pas de on a comme l'impression qu'on cherche à se justifier qu'il n'y a pas que 1,8 milliard, il y a d'autres dossiers. Exactement. Finalement, je pense qu'on a tiré quand même le mauvais cheval. C'était pas nécessaire. Il y a un moment où je disais, est-ce qu'on allait aller jusqu'au procès? Bon, maintenant que véritablement le vin est tiré, comme on le dit, il faudrait effectivement que les différents acteurs se... Khalifa Sall peut-il échapper à une condamnation, Pathé Mbodj? Une condamnation avec sursis. Je pense que si le... Parce que là, si j'ai bien suivi l'affaire, ce que le juge va devoir faire, c'est prendre accusation par accusation,
voir qu'est-ce qui est plausible, qu'est-ce qui a été soutenu, qu'est-ce qui est donné son verdict. Est-ce qu'il peut arriver qu'il casse par exemple l'accusation sur le détournement de deniers publics, l'accusation sur l'association de malfaiteurs, l'accusation sur le blanchiment d'argent et puis peut-être retenir les fausses factures. Est-ce qu'on peut aller vers un tel scénario? Il serait souhaitable que nous sortions de ce guépier. Moi, c'est ma position. Toutes les guerres finissent par des négociations. Vous avez vu l'affaire Haïdara Sylla, 9 mois non-lieu. Vous avez vu avec Aïda Diong, 9 mois. L'État Macky Sall en tout cas. Il y a eu également l'affaire Idrissa Seck qui était beaucoup plus... Mais Karim, 1000 milliards. Oui. 1000 milliards. Oui. Un soir, le khalife général de Tivaouane, de Ndiassane, tous les chefs religieux demandent une intervention. On refuse. Qu'on refuse. Oui. Le khalife des Mourides demande plusieurs fois une intervention. On dit non. Un kidam quelque part au Qatar. Sous l'un des raisons humanitaires. Oui. Mais si on trouve des raisons humanitaires pour Karim... On le libère nuitamment, on le met dans un avion et on continue à dire que Karim Wade est parti libre. Il l'a fait parce qu'il a voulu. Il y a même qui ont dit qu'il a détourné l'avion. Parce que la destination première, c'était Paris. Le plan de vol. Non, attendez. Ça fait pas sérieux tout ça. Non, ça fait pas sérieux. Non, franchement. Et ça fausse l'État. Et cet État s'est écroulé. Au fond, le problème fondamental, c'est que depuis, aussitôt élu, Macky Sall a des problèmes pour se justifier au niveau de la population. S'il a une légalité constitutionnelle, il a une légitimité populaire qu'il cherche à asseoir. Il n'a pas gagné en juillet 2012, il n'a pas gagné en 2009, il n'a pas gagné en 2014. Il s'est arrangé pour gagner un référendum, il s'est arrangé pour gagner les législatives du 30 juillet. La perception, comme disait Karim, minoritaire dans le pays la perception sociale est que, véritablement, on a détourné le vote depuis 2 élections, depuis le référendum et depuis les législatives. Parce qu'on ne pouvait pas prendre un élément du Sinn Féin irlandais qui reste en prison. Thierry Adams a démissionné d'ailleurs de la direction du Sinn Féin. Maintenu en prison, élu en prison, majoritaire au niveau de l'opposition, en tout cas parce qu'il a gagné Dakar, et chef de l'opposition parlementaire. C'était trop pour quelqu'un qu'on veut briser. Parce que depuis 2012, la réalité est que certaines formations fortes, historiques, estiment que leur rôle n'est pas de figurer derrière Macky Sall. On a accompagné, ça c'était en juillet 2012, le serment a été pris partout. On a accompagné un individu en fonction d'un serment philosophique d'aider le candidat de l'opposition le mieux placé. Mais ça c'est philosophique. Pour battre Wade. Et quand on le disait, personne ne pensait d'ailleurs à Macky Sall. Au premier tour, personne n'a pensé à Macky Sall. C'est seulement au second tour que lui-même est allé se réfugier au peuple des assises parce qu'il avait des réserves par rapport aux assises. Tous les assisards ont été battus parce que les gens voulaient d'une rupture. Il n'a pas compris. Dès qu'il n'a pas compris, il s'est lancé il a plongé dans une mare aux crocodiles et il est entouré de gros crocodiles qui sont en train de le bouffer. Si je vous suis bien, l'élection de 2012, c'était un malentendu. Une élection n'est jamais un malentendu. Ce qui est un malentendu, c'est la démocratie sénégalaise, qui permet à un président comme Abdoulaye Wade de n'être élu que par 25%, qui permet à un président comme Macky Sall de n'être élu que par 25% des populations. À partir de ce moment où on donne mandat à quelqu'un, mais à dose homéopathique, on l'oblige à revenir sur tout ce qu'il avait soutenu comme position. C'est-à-dire ramener ce dont on ne veut plus, un Moustapha Niasse, un Ousmane Tanor, un Idrissa Seck. Les gens lui avaient dit, on te laisse en duel, en pourparler avec Wade, parce que quand même lui donner le double du score de Niasse et de Tanor réunis, il y avait un message très clair qu'il n'a pas saisi.
Maître Khalifa Sall en prison, c'est un message qu'il n'a pas saisi, parce qu'avant de le faire, il en a parlé. En fait, s'il y a association de malfaiteurs, ça devrait être à son niveau. Il a consulté. Mais là, ça devient grave. Quand vous accusez le chef de l'État d'association de malfaiteurs, ça devient grave. Il a consulté en disant je vais. Oui. On lui a dit il ne faut pas. Même les services de renseignement lui ont dit. Il ne faut pas. Il ne fallait pas. Il a insisté. Alors, merci pour la transition, Pathé Mbodj. Elle est toute trouvée. On va parler de cette marche de l'opposition qui a commencé quand même à se remobiliser. On disait que cette opposition-là a été un peu endormie, qu'elle ne faisait pas le poids face au pouvoir de Macky Sall. Hier, vendredi, elle a marché avec une mobilisation plus ou moins réussie, disons-le comme ça. Est-ce qu'on peut penser que, Karim Diakhaté, cette marche de vendredi peut servir de déclic à l'opposition dans la mobilisation pour le combat contre le pouvoir de Macky Sall? Absolument, c'est un déclic. En tout cas, de toute façon, c'est un aiguillon pour le pouvoir. Une alerte, effectivement, parce que quelque part, on parle de mobilisation plus ou moins réussie, mais bon, disons que la mobilisation a parfaitement réussi. Parce que vous savez, 1 millier de personnes, 200 personnes, l'essentiel est que le message porte et qu'effectivement, les acteurs concernés soient plus ou moins, disons, en tout cas unis pour les mêmes buts, les mêmes objectifs. Parce que là, on semble aller vers le départ pour une nouvelle unité. Bon, ce serait bien, en fait. Quelque part, ce serait bien quand même pour l'opposition, ce serait bien même pour notre démocratie. Parce que quelque part, il y a comme une fragilisation un peu du champ politique, surtout du côté de l'opposition. Ces derniers temps, on a senti une opposition très fébrile, disons partagée entre, disons, plusieurs options, des gens qui partaient à Dia et à U, et ce serait bien qu'effectivement ces gens se retrouvent, ne serait-ce que pour lutter, en tout cas pour un ensemble de points qu'ils considèrent, disons, primordiaux un peu pour, disons, faire en sorte que notre démocratie soit sauvegardée, préservée. Parce que par rapport un peu à, disons, certains faits auxquels on assiste, il est évident qu'il faut une mobilisation, il faut qu'il y ait une unité d'action, donc une action unitaire qui puisse aller vers le sens d'une revendication qui puisse être portée afin d'avoir, en tout cas au niveau du pouvoir, des avancées. Alors, ce que l'opposition a certainement voulu à travers cette marche-là, c'est lancer un message au pouvoir de Macky Sall. Alors, le même Macky Sall a répondu, il n'a pas perdu de temps, de la Mauritanie où il se trouvait. Il dit bientôt et ce sera la panique. Cela veut dire que lui, ça ne le dérange pas, il n'est pas du tout inquiété par cette opposition-là. Non, du tout. Au fond, l'opposition est un peu en retard. Sa manifestation de ce vendredi vient après un réchauffement du Front social et le politique s'est rendu compte, au fond, qu'il y avait quelque chose à faire. Qu'il y avait des choses qui lui échappaient. Parce que nous sommes en transition vers une année électorale et en général, vers une année électorale, les revendications naissent, les vocations aussi. Et il y a beaucoup de foyers de tension, les enseignants, les médecins, le chauffeur de taxi. Même le chauffeur de taxi, la marche de l'opposition. Bon, on a vu Dakar, mais on a vu aussi Thiès. Ouais. Au fond, ce qu'on a vu, une certaine sérénité du pouvoir qui autorise à tous azimuts. Et cette sérénité, je pense, de la police qui n'est pas intervenue, du ministère de l'Intérieur de manière générale, parce que les préfets, même si avec du retard, si c'est avec du retard, les gouverneurs, parce qu'on parle de la marche de Dakar, des taximans, des enseignants, ils ont tout autorisé, de l'opposition. sauf pendant la période de la visite de Macron. Oui, même à Thiès, Thiès a fait mieux que Dakar, par exemple, avec l'opposition, les enseignants. Bon, les gouverneurs, le ministère de l'Intérieur d'une manière générale, il y a une certaine sérénité du pouvoir face à l'opposition, en tout cas. Parce qu'il me semble qu'au niveau du pouvoir, on a compris que cette agitation est plus politique. Il est vrai que quand Macky Sall dit « je donne 12 milliards ou 5 milliards à l'éducation », alors qu'au même moment, l'enseignant n'est pas payé. Au même moment, l'étudiant sort, casse un bus de Demdik pour réclamer tous les 2 mois pour réclamer sa bourse.
ça pose des problèmes. Mais ça, je pense que c'est au niveau moral que nous nous posons ces problèmes. Le politique n'a pas, un État n'a pas d'âme, n'a pas d'état d'âme. Et cette sérénité du pouvoir, de la police, du ministère de l'Intérieur à travers ses démembrements, semble donner raison au président en disant que, bon, mais son wachacha, il le dit toujours. Hein. Le lieu qui dort. Alors, l'opposition demande à travers cette marche-là, au-delà des revendications liées au processus électoral, etc., l'arrêt des poursuites contre Khalifa Babacar Sall, le retour de Karim Wade. Est-ce que cela ne veut pas dire quelque part que du côté de l'opposition, on semble penser qu'il est possible que ces deux-là ne soient pas de la course à la prochaine présidentielle? Oui, mais absolument. Si on s'en tient en tout cas à ce qu'on est en train de voir, il est évident que quelque part, aussi bien Khalifa Sall, le maire Khalifa Sall que Karim Wade ont très peu de chances de participer éventuellement, parce que quelque part, du côté du PDS, en tout cas, et de ses alliés, on nous parle du retour imminent de Karim, et lui-même le dit, certains disent qu'ils sont en contact avec lui, mais toujours est-il que les gens sont en train, en tout cas, de piaffer d'impatience de le voir, en fait, se signaler. Bon, mais pour en revenir un peu à ces relations entre l'État et, disons, le pouvoir et l'opposition, il faudrait que l'opposition puisse canaliser un peu ses actions, se mobiliser beaucoup plus pour atteindre des résultats, en tout cas, plus prégnants, plus objectifs sur certaines revendications. Comme, on a parlé du problème pour la participation, en tout cas, des candidats à l'élection, le montant qu'on devrait donner. Certains ont parlé de la caution, certains ont parlé de 65 millions pour le pouvoir. L'opposition qui parle de la moitié. Mais je pense que là, c'est pas un problème. Parce que si le pouvoir disait demain, écoutez, il faudra 50 millions pour cela, je pense que les partis pourraient se retrouver. Maintenant, pour ce qui est de la Sénat, on n'en parle pas. Je pense que l'opposition, quelque part, l'a discrédité. C'est clair. Et même du côté du pouvoir, on se rend compte qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Maintenant, le grand problème, c'est le problème du fichier. On dit que le fichier est en train d'être audité. Parce que là, on parle d'un fichier qui va bientôt atteindre les 7 millions d'électeurs. Oui, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas, disons, la quantité d'électeurs et tout, mais le fait que ce fichier soit fiable, d'abord. Faire en sorte que le fichier soit fiable, que les gens puissent détenir, en fait, avoir leur carte d'identité, parce que le problème qui se pose, en fait, du côté du pouvoir, on dit que pratiquement la grande majorité a reçu les cartes d'identité, et quand on se rend compte au niveau de l'opinion, c'est véritablement le désert. Beaucoup de gens se plaignent que les cartes ne sont pas. C'est ça la grande bataille, en fait. Maintenant, pour ce qui est de la participation, aussi bien du maire Khalifa Sall que de Karim, il faut se rendre à l'évidence. En tout cas, je ne dis pas que les dés sont pipés, mais en tout cas, là où on est à 12 mois des élections, il est évident que quelque part... Fatou, se rendre à l'évidence et reconnaître que Karim Wade et Khalifa Sall ne pourront pas être candidats? Non, on ne peut pas dire qu'ils ne seront pas candidats. Même Macky peut ne pas être candidat. Lui, Macky. C'est-à-dire, là, c'est faire, comme disait Sidi Lamine, Madame Soleil. Pas Madame Soleil, parce que bon, les mêmes causes qui ont entraîné l'arrestation de Khalifa, ou l'extradition de Karim Wade pourrait, et ces causes sont en train de changer parce qu'il y a des négociations au fond. Khalifa vous dit, à la veille de mon procès, j'ai reçu des gens qui m'ont dit, voici ce que dit le pouvoir. Aujourd'hui, on disait la semaine dernière que Maître Wade et Omar Sarr étaient à Dubaï pour essayer de négocier un peu le retour de Karim Wade. Et même avant ça, l'Arabie Saoudite avait réagi. Le Koweït aussi avait réagi quand, en certains moments, à la veille des législatives, certaines agitations venaient du Qatar, comme dit le Premier ministre, quand on est incapable de veiller à ce qu'il n'y ait plus d'agitation venant du Qatar. Bon, je pense que c'est reconnaître soi-même qu'il y a une certaine faiblesse. Non, Karim pourrait être là. Moi, c'est pas ça le problème. Khalifa, parce qu'on avait dit quelle pourrait être l'issue de ce procès. Peut-être... mais là, ce serait dangereux pour le pouvoir quand même que Khalifa Sall puisse sortir de cette affaire-là et se présenter à la présidentielle. Vous savez, tout était possible entre 2007 et 2012, sauf Macky. Oui. Personne ne le voyait venir. Pourtant, il l'a fait. Alors, si
extrapole un peu. Essayons de faire quelques hypothèses. Madame Soleil, comme vous dites. Alors, s'il n'y a pas Karim Wade et Khalifa Sall à la présidentielle, est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers un duel entre Macky Sall et Idrissa Seck, dont on ne parle pas beaucoup? Vous savez, Idrissa était 5e. À la dernière présidentielle. En 2007, il était le challenger de Wade. Oui. De 2 à 5, c'est vrai que 2007 est passé par là quand Dioublang et la ruse voulaient passer pour une intelligence. Mais je pense que mettre Idrissa Seck, c'est donner un second mandat à Macky. Vous ne croyez pas à cette hypothèse? Ah non, Idrissa Seck. Ensuite, l'opposition elle-même est en train de se disloquer parce qu'on se retrouve autour d'une marche pendant laquelle chacun déclare sa candidature. Donc il n'y a pas d'entente. Il y a une unité d'action. Il n'y a pas d'entente sur les modalités. Donc ça ne marche pas. Est-ce que si Karim et Khalifa ne sont pas là, c'est laisser la porte ouverte à un duel qui? Je vous renvoie à ce que je vous ai dit. Entre 2007 ou 2008 exactement, quand il a quitté, et 2012, on voyait un duel partout. Oui. On disait que Macky Moustapha Niasse, ou Wade Moustapha Niasse ou Wade Tanor. On voyait un duel partout. Oui. Sauf avec Macky. Sauf Wade Macky. Or, je me répète, Macky a 26%. C'est plus fort que Moustapha Niasse, 15%, et Tanor, 11%. C'est le double. Or, Moustapha Niasse a commencé à faire de la politique avant Senghor. Alors que Macky Sall n'était pas encore... Idrissa Seck, deuxième en 2007, il est mis dans le 5 majeur, mais au bout. Véritablement, moi je pense, vous savez, ce qu'il y a dans une société, et c'est ça que les politiques n'ont pas en considération, et ce qui n'a donné Macky Sall, c'est que l'électeur ne subit pas la campagne d'un Macky ou d'un Wade. L'électeur d'aujourd'hui, il a son candidat de demain. Le pouvoir a pêché en juillet avec l'affaire des cartes d'identité. Il a donné aux populations l'occasion de comprendre comment on triche, comment on vole des élections. Ces populations font encore la queue devant les préfectures à longueur de journée. Elles vont récupérer leurs cartes sans stress, sans bagarre. Elles vont retourner chez elles. Attendre le dimanche 24 juillet. 24 février. Vous savez, les populations ont elles-mêmes leur héros. Ce héros, en 2012, c'était Macky. Ce héros n'est plus Macky. Qui sait, ce ne sera pas Idrissa, c'est certain. Et vous dites que ce n'est pas Macky, ce n'est plus Macky. Ah non, ce n'est plus Macky. Alors, ce n'est plus Macky, ce n'est pas Idrissa, c'est Patrick Boki qui le dit. Karim Wade, on ne sait pas. Khalifa Sall se présentera-t-il? On n'en sait absolument rien. Est-ce qu'il peut arriver, comme entre 2008 et 2012, qu'une troisième personnalité sorte de nulle part et fasse la même chose que Macky Sall en 2012? Mais forcément, Moustapha, vous savez, j'adhère effectivement à l'analyse du doyen, mais vous savez, je pense que l'opposition a suffisamment de personnalités qui peuvent demain, effectivement, en tout cas, briguer la présidence, pourquoi pas? Ce serait même dangereux. Non, enfin, il y a des éléments. Il y a, pourquoi pas, Idrissa Seck, même si le doyen n'est pas avec lui. Il y a Ousmane Sonko, Abdoulaye, pourquoi pas? Malick Gakou. En fait, vous savez, le personnel politique est riche. Bon, mais on peut avoir notre Adama Barrow aussi demain. Qui sait? Mais bien sûr, vous savez, en fait, en termes de postulat, en tout cas en termes d'élection, on ne peut pas, même à 1 an des élections, anticiper sur les résultats. Quelqu'un me disait qu'à 3 mois de la présidentielle en France, personne ne pensait que Macron pourrait être au deuxième tour. Finalement, il a gagné. Mais justement, le problème qui se pose, en fait, moi je pense que l'opposition gagnerait à s'unir sur des combats de principe. Une unité d'action pour, disons, essayer d'éroder un peu le capital confiance de la majorité, faire en sorte de gagner des points par rapport à, en tout cas, à certains aspects qui sont actuellement, disons, bouclés, et aussi présenter plusieurs candidats.
comme on l'a connu en 2012. Faire en sorte qu'il y ait au moins 5 ou 6 candidats. Pour déjà amener son électorat. Oui, absolument, pour amener le candidat de la majorité au deuxième tour. S'ils ne le font pas, en fait, si tout de suite on raisonne dans le sens de prendre quelqu'un et de le porter, mais c'est l'échec. Ça, c'est véritablement ouvrir un boulevard pour le président sortant. Alors, est-ce que vous dites qu'on ne peut rien prévoir par rapport à ces questions-là, mais à force de voir ces échecs, puisque vous les appelez échecs des politiques, Senghor, Diop, Wade, Macky Sall, qui était, vous le dites, notre héros en 2012 et qui ne l'est plus, est-ce qu'il peut arriver que les Sénégalais se disent, en 2019, il nous faut un homme neuf? Cherchons autre chose que ce qu'on a vu dans la classe politique depuis 60, Ousmane Sonko par exemple. Vous savez, les populations aujourd'hui ont leur président qu'ils éliront le 24 février. Et c'est pour ça que le pouvoir fait tout pour freiner les cas de fer et retarder la délivrance. Quoi qu'on dise, quand on nous parle de 80% des cartes d'identité, c'est qu'ils ne vont pas à Dakar Plateau, ils ne vont pas à la gouvernance, ils ne vont pas à la Médina, ils ne vont pas aux Parcelles Assainies, où on trouve encore les gens, heureusement qu'il fait frais ces temps-ci, sous le soleil jusqu'à 14 h, à attendre devant. C'est beau d'être sous le soleil ces temps-ci. Voilà. Ça veut dire que les gens, les populations, en tout cas l'électeur, connaît l'importance de sa carte, et c'est ce qu'il aura à faire le 24 février. Il fera, comme on en fait en 2012, en sortant de son chapeau magique un Macky Sall, qui ne sera peut-être pas Macky Sall. Et espérons en ce moment que ce soit Sonko, que ce soit Aïssata Tall Sall, pourquoi pas une dame à la tête du Sénégal. Pourquoi pas, pourquoi pas. Surtout qu'elle est charmante en plus. On a essayé les hommes depuis surtout qu'elle est charmante en plus. La tendance maintenant, après Hélène Johnson Sirleaf pourrait arriver au Sénégal. Theresa May en Angleterre, Michel Bachelet au Chili, voilà quoi. Bon, tout peut arriver. Mais espérons que ce soit dans le renforcement de la démocratie. Parce que comme je vous ai dit, moi je suis inquiet pour la démocratie sénégalaise. Chaque président devient un tyran. Sous Macky Sall, la démocratie s'érode, les droits s'érodent. Nous sommes en train de nous défendre. Lui-même, il se sent minoritaire. Et à partir du moment où un pouvoir se sent minoritaire, le pays est en danger. Nous sommes en danger, tout le monde le sait. Et dans la marche de l'opposition, d'ailleurs, il y a une partie de la société civile qui avait marché justement au nom de la démocratie. Parce qu'on emprisonne à tout va. Nous sommes tous en liberté. Je ne sais pas si au sortir de cette émission, Karim pourra vaquer tranquillement à ses besoins. Moi, je sais, moi, je suis déjà vieux. Ce n'est plus un danger. Non, c'est-à-dire, il faut, comme dit Karim, que nous ayons recours à des combats de valeur. Nous n'avons plus de combats de valeur. Nous n'avons plus des hommes de valeur. C'est vrai, les génies, c'est terminé. Avec les pères de la nation, je pense que Wade était le dernier grand révolutionnaire. Oui, le dernier des Mohicans. Ensuite, c'est comme dans la dynastie des foyers religieux. Ce n'est plus le père fondateur, ce sont les petits-fils. Il faut une gestion concertée. Il faut une gestion concertée. Et on a l'impression que les foyers religieux l'ont mieux compris que les la politiques. Société civile, parce qu'il y a plus de la société est toujours beaucoup plus en avance que le politique. Oui. C'est pour ça que les politiques ont organisé leur manifestation de vendredi, pour ne pas paraître idiots. Alors, il nous reste très très peu de temps. On va parler très rapidement des relations, disons, le complexe entre le Sénégal et la Mauritanie. Après le décès d'un jeune pêcheur sénégalais en Mauritanie, le président Macky Sall s'est rendu jeudi à Nouakchott. Il y a eu des discussions, il y a eu des accords, notamment en matière de pêche, des accords pour une exploitation commune du gaz. C'est après c'est en tout cas ce que j'ai lu. Mais quelque chose m'a étonné quand même dans la communication officielle autour de cette visite de la Karim. Vous qui fréquentez un peu les pays africains depuis quelque temps, en parlant de la mort du jeune pêcheur, on nous dit que les deux présidents ont regretté la mort accidentelle d'un pêcheur sénégalais en Mauritanie.
Et ça, c'est la diplomatie qui parle, ou bien on veut évacuer cette histoire de meurtre? Parce que c'est bien ce qui s'est passé, d'après les comptes rendus des gars de Guet-Ndar. On nous parle maintenant d'une mort accidentelle. Ah, très bien. C'est diplomatique tout ça? Mais absolument, c'est diplomatique. Vous savez, bon, nous nous inclinons déjà sur la mémoire en fait de ce jeune pêcheur mort quand même à la fleur de l'âge, et puis bon, un soutien pour ses parents. Mais vous savez, le grand a eu à le dire tout à l'heure, il n'y a pas d'état d'âme dans les relations entre États. Quelque part, c'est un incident regrettable, c'est vrai, ils l'ont dit, mais vous savez, c'est un communiqué conjoint où on ne peut pas étaler des sentiments. Il faut qu'on s'entende sur les termes. Absolument. Vous savez, il y a toujours eu des problèmes de litiges frontaliers. Vous vous rappelez le litige qu'il y avait entre la Côte d'Ivoire et le Ghana à propos justement de l'exploitation pétrolière entre leurs deux frontières communes. Il y a eu des problèmes au niveau de la presqu'île de Bakassi entre le Nigeria et le Cameroun. Bon, le Sénégal et la Mauritanie quand même, disons, c'est des pays jumeaux en fait. On partage le même plateau continental, on a pratiquement, vous savez, la même histoire, les mêmes peuples plus ou moins de deux côtés du fleuve, et nous partageons une façade, bon, je ne dirais pas une façade maritime, mais une frontière maritime commune. Et dans la perspective de l'exploitation prochaine du gaz et autres, il est évident qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants qui vont certainement ressurgir, mais qu'il faudrait déjà aplanir. Calmer. Bon, et maintenant, la visite du président Macky Sall constitue quand même un acquis diplomatique qu'il faut absolument saluer. C'est très bien. Maintenant, le grand problème, c'est qu'effectivement, au niveau de Ndar, de Saint-Louis, de Guet-Ndar et autres, les gens s'attendaient à ce qu'on leur dise tout de suite, écoutez, vous pouvez aller reprendre votre activité tranquillement, les accords de pêche ont été signés et autres, mais on nous, disons, fait attendre jusqu'en fin mars, je crois, jusqu'au mois de mars, c'est ça. Bon, mais toujours est-il que, de toute façon, il faudrait qu'il y ait entre ces deux pays des accords. Il faut qu'il y ait une normale. Pathé Mbodj, ça a été très diplomatique de parler de mort accidentelle après le décès du jeune pêcheur de Guet-Ndar. Ça, c'est peut-être les deux États qui parlent comme ça. Des accords de pêche seront signés d'ici à la fin mars. Mais est-ce que le risque aujourd'hui, ce n'est pas de fâcher davantage les pêcheurs de Guet-Ndar qui, eux, non, je le dis comme ça, n'ont vraiment rien à faire des questions diplomatiques. Ils ne savent pas où serait la frontière entre les deux pays. Ils veulent du poisson, ils vont le chercher. Vous savez, moi j'ai été frappé par la litote employée par le président. Parce que pour la première fois, j'entends Macky parler une langue de bois. Il dit, pour ce qui est de la pêche, en grosso modo, il est bon que les pêcheurs guet-ndariens aillent pêcher au Mali, en Mauritanie. Mais il ne faut pas oublier que les ressources appartiennent à la Mauritanie et que la Mauritanie doit veiller aussi sur son trésor. Ça veut dire donc, bon, l'affaire du pêcheur, c'est très minime par rapport à ce qu'on était venu faire. C'est la même chose, par exemple, avec le pèlerin bissau-guinéen aussi. Et c'est toujours... En Guinée-Bissau, on a eu des problèmes avec Abdou Diouf, entre Abdou Diouf et le Sénégal et la Guinée-Bissau, avec l'affaire de la barge iranienne que les Bissau-Guinéens avaient saisie. C'était une affaire de pétrole. Ici, avec la Mauritanie, c'est le pétrole et c'est beaucoup plus important, véritablement, que la mort d'un pêcheur. Parce que là, le président dit que bon, c'est des trucs qui arrivent, qui arriveront encore, il a dit. Tireront, mais je pense que c'est plus au niveau politique qu'il faudrait les régler, parce que ça dénote la tension qu'il y a entre Dakar et Nouakchott. Ils se sont rencontrés à Addis Abeba, ils ont mis sur pied un projet d'accord secret pour le partage du gaz, parce que nous avons les mêmes problèmes avec la Mauritanie que nous en avions avec la Guinée-Bissau à propos du pétrole. Nous avons un pays plat, le terrain est géosynclinal, le pétrole bissau-guinéen à la frontière peut se déverser du côté sénégalais. Et avec la Mauritanie, c'est le même problème. Et puisque nous sommes avec un président qui est un peu buté, le Mauritanien, nous avons des problèmes de droits de l'homme. Au fond, les problèmes que nous avons avec la Mauritanie, au-delà du pétrole, au-delà du gaz, c'est des problèmes de conception de la dignité humaine. Le Sénégal a
une avancée de plusieurs millénaires par rapport à la Mauritanie qui n'a aucune considération pour la peau noire. Le problème, c'était Senghor. Senghor l'avait dit en 1974, faites ce que vous voulez, mais laissez mes nègres quand le Polisario est entré. En Mauritanie, c'est la même chose. Les gens se réunissent ici pour parler des droits de l'homme en Mauritanie. Ils se fâchent. Ils se fâchent. On dit non, il ne faut pas qu'ils se réunissent. Ils donnent même l'hôtel, c'est l'hôtel de Karim Diakhaté. Non, non, le Café de Rome. Non, c'est dans le texte. C'est dans le texte. Oui. Dans les accords secrets là, signés entre le président. Ils disent qu'ils ne vont plus se réunir au Café de Rome. Dans l'accord. Et ils sont intervenus à 1h de l'organisation de la manifestation pour la faire annuler. Vous comprenez? Oui. Donc, même sur ce plan-là, le Sénégal subit aussi parfois. Bon, c'est des règles de voisinage, en notant que c'est bon pour l'État dans sa globalité. Je pense que c'est bon de restreindre parfois les libertés. Une des toutes dernières questions, Karim. Est-ce qu'un État comme ça est digne de confiance? Est-ce que le Sénégal peut faire confiance à un État comme ça, signer des accords pour l'exploration commune du gaz, des accords de pêche, tout en sachant que l'État mauritanien, c'est exactement ce que vient de décrire Patrick? Bon, vous savez, je ne sais pas, quelqu'un le disait, on ne choisit pas ses parents. De toute façon, nous sommes condamnés à vivre éternellement avec la Mauritanie. Forcément, nous devons effectivement faire en sorte que, disons, nos relations se passent très bien. Okay. Voilà. Grand merci à vous, Karim Diakhaté. Merci beaucoup. Merci également à Pathé Mbodj. Il faut saluer aussi sa litoire, son sens de la litoire. Sa langue de bois. En tout cas, ça a été un plaisir, vraiment un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'Actu en 7 et puis revenez quand vous voulez. Grand merci à vous. Merci également à Modou Diouf et à Oustaz Hassan Diouf qui m'ont accompagné à vous présenter cette émission. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à Walf TV. Retrouvez à 21h votre émission Opinion avec Cheikh Bamba Dièye. Grand merci et bien à vous.